Là où vous entendez un bruit, le motard entend une symphonie. Là où vous voyez un passage protégé, quand il pleut, nous voyons un danger. Et là où vous voyez une galère, nous voyons de la fierté. Juste une route? Non. Pour nous, un cadeau. Et là où vous voyez des motards, nous voyons une famille. Là où vous voyez juste un style, nous pensons protection. Et là où vous voyez un gilet airbag, nous voyons un ange gardien. Quand on est motard, c'est pour la vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du millésime 2021 de la Suzuki V-Strom 650 XT. Le petit trail Suzuki, vous êtes obligé de le connaître. Il est commercialisé depuis 2004, c'est un des best-sellers de la marque. Et vous le connaissez sous sa forme actuelle depuis 2016, date de sa dernière grosse évolution technique lors du passage à la norme Euro 4. Esthétiquement, ça se traduit par un double optique superposé devant, l'adoption d'un feu stop à LED à l'arrière. L'échappement a été repositionné plus bas pour pouvoir adopter une bagagerie latérale en option de plus grande contenance, et le contenu technologique a été remis à niveau. Il y a désormais un anti-calage au démarrage et un anti-patinage réglable sur 2 niveaux et déconnectable. Autre modification notoire, le réservoir, l'ensemble selle-réservoir a été affiné au niveau de l'entrejambe pour pouvoir faciliter la pose des 2 jambes au sol pour les petits gabarits comme moi. Dernière petite remarque, en 2016, la V-Strom a adopté le nouveau tableau de bord de la V-Strom 1000, la grosse, et à l'époque c'était le top du top. Le tableau de bord est très complet, on peut l'actionner directement depuis le guidon avec un petit commodo très pratique, mais aujourd'hui il fait un peu vieillot par rapport aux écrans qu'on retrouve sur la plupart des machines modernes. La spécificité de la version XT par rapport à une V-Strom de base, tout d'abord vous avez droit à des protège-mains sur le guidon, à un sabot-moteur qui protège un des échappements, et l'adoption surtout de jantes tubeless à rayons qui sont plus conformes, on va dire, à la vocation trail touche-main que la version de base qui, elle, a des jantes à bâton. Pour 2021, qu'est-ce qui change? Uniquement la mise aux normes Euro 5 pour le moteur, en fait. L'admission et l'échappement ont été retouchés. Sur le papier, le rendement est identique, c'est 71 chevaux et 62 Nm de couple. La seule différence, c'est que le V-Twin délivre désormais sa puissance à 8000 tours au lieu de 8800 tours minute. Voilà. Sinon, côté fondamentaux, je vous redonne les informations essentielles. Cette machine pèse 216 kg, plein fait. La hauteur de selle est à 835 mm de haut et son tarif pour l'année 2021 est fixé à 9249 €. Voilà pour la technique et l'esthétique. On va voir ce que ça donne côté pratique. J'enfile mon casque et on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors, nous voilà au guidon de cette V-Strom 650 XT. En première difficulté, la levée de sa béquille. J'avoue qu'avec 1,70 m, c'est quand même pas très facile. Même si la selle a été affinée depuis 2016, c'est quand même toujours un peu compliqué de grimper dessus et de la tenir quand on fait 1,70 m, un peu moins, un peu plus, dans les évolutions à l'arrêt. Après, en revanche, dès qu'on roule à très basse vitesse, il n'y a absolument aucun souci. Le poids s'oublie. Bon, il faudrait peut-être que je commence par vous parler de la nouveauté, ou la non-nouveauté peut-être, qui est le passage à la norme Euro 5 du V-Twin. Fondamentalement, ça change pas grand-chose. Le moteur a l'air, comment dire, un petit peu plus rond. En revanche, à très basse vitesse, à bas régime, il peut se montrer des fois un peu brutal à la remise des gaz. Peut-être que voilà, tout a été un peu appauvri au niveau des mélanges, donc voilà, c'est pas une constante. Typiquement, voilà, sur un rond-point, quand on est très légèrement sur l'angle, qu'on coupe et qu'on reprend les gaz, elle peut se montrer parfois un peu brutale. Ce qui est bien avec la V-Strom, c'est que c'est une moto qui n'a pas fondamentalement évolué.
que ce soit en termes de voilà, géométrie, poids, puissance moteur. C'est une moto qui a évolué par, on va dire, par petites touches au fil du temps depuis sa sortie en 2004. Et au final, c'est pas très grave parce que la base était fondamentalement très bonne. Ça fait plus d'une décennie maintenant que Suzuki peaufine tout ça. Et à chaque fois que je remonte sur un nouveau millésime de V-Strom, c'est un peu comme de retrouver une vieille amie. C'est une moto qui a jamais brillé par, on va dire, une qualité fondamentale. Elle n'est pas incroyablement confortable, c'est pas celle qui offre le plus de protection. Son moteur n'est pas décoiffant non plus, mais tout est bien. Tout est fondamentalement bien. Voilà, le moteur est quand même ultra souple. Voilà, là on est au régime du ralenti. Je suis un peu en dessous de 2000 tours et on est à 40 km/h. Alors, ça cogne un tout petit poil, mais elle accepte de repartir tranquillement. Voilà, et là, voilà, à partir de 3000 tours, elle rentre vraiment dans sa plage d'utilisation optimale. Officiellement, la puissance maxi est donnée pour 8000 tours, mais au fait, j'ai presque l'impression en roulant que finalement, il y en a un peu plus. Je dis pas que continue à y avoir de la puissance qui arrive passer 8000 tours, mais ça régule pas immédiatement. On a encore de l'allonge passer 8000. Bon, ça s'étrangle un peu passer 9200 tours. Mais voilà, c'est un moteur qui a vraiment une très large plage d'utilisation. Très souple, donc il y a du gras de couple un peu partout. La plupart des Twin, en fait, ils ont une plage d'utilisation idéale. Là, non. Là, c'est vraiment... C'est pas pour dire que c'est électrique, mais voilà. On profite du moteur réellement à partir de 3000. Et puis après, la puissance et couple arrivent graduellement. Jusqu'à 9000 tours. Plus on est haut, plus ça pousse. Plus ça consomme aussi. Mais bon, le petit Twin reste remarquablement sobre aussi. Bon, j'ai passé un peu ma vie dans les embouteillages et à très basse vitesse. Mais voilà, la consommation moyenne est en dessous des 5 litres. Bon, dès qu'on commence à rouler un peu plus fort, ça s'envole un peu. 5 litres, 5 litres 2, 5 litres 5, 5 litres 8 si on s'énerve vraiment beaucoup. Mais voilà, raisonnablement, on peut tourner aux alentours des 5 litres, on va dire, en commuting. Bon, maintenant qu'on a parlé du moteur, peut-être un petit mot sur la position de conduite. Ben, un tout petit alors, puisqu'au fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, j'ai des amis et des collègues de plus grands gabarits qui sont parfaitement à l'aise sur la V-Strom. Et bon, alors le trail fait pas de prisonnier, hein, côté hauteur de selle, mais je vous l'ai dit au début. Mais voilà, à ma taille, je suis ni trop près ni trop loin du guidon. L'avantage en étant plus court, c'est que la bulle, qui malheureusement n'est pas ajustable manuellement, il faut manier un peu de la clé BTR, mais voilà, moi je suis très bien protégé. Vous voyez les petits réglages ici, juste là, on n'a pas beaucoup de débattement, un peu plus d'1 centimètre au total, mais voilà. Et si vous en voulez plus, il y a bien évidemment des grands pare-brise disponibles en accessoires, voire une version Adventure qui là vous offrira ça, plus une béquille centrale, un top case à l'arrière, tout pour en faire une vraie baroudeuse. Et elle peut le faire d'ailleurs, puisque j'en reviens à la consommation, mais voilà, avec, on va dire, si on tape sur une consommation moyenne de 5 litres 2, 5 litres 3, avec le réservoir de 20 litres, on a quand même plus de 350 km d'autonomie. On a largement de quoi voir venir. Et comme le confort de selle et de suspension est vraiment très bien, bah, le fusible ce ne sera pas votre arrière-train au moment de s'arrêter, mais réellement voilà, la capacité du réservoir. Les manœuvres à l'arrêt, l'embrayage est doux, la boîte est facile. En ville ça reste un vrai bonheur quand même. Elle se met sur l'ongle très facilement. Elle se relève aussi. Le profil des BT est vraiment très agréable. C'est des pneus qui sont très rassurants en plus. Voilà, que ce soit à haute ou basse vitesse. Bon, les suspensions sont donc typées confort. Elles ne sont pas d'un grand raffinement. Voilà, sur les successions de petits chocs. C'est typé soft, mais voilà, il y a des fréquences où elles acceptent quand même pas trop d'être trop sollicitées. Il y a un léger petit désaccord entre l'avant et l'arrière aussi. L'arrière est vraiment typé, on va dire, plus souple que l'avant quand on est chargé, et par contre à vide avec
donc juste un pilote dessus. C'est un peu plus raide. C'est une histoire de compromis, vu que c'est une machine qui est censée rouler avec de la bagagerie, mais voilà, on aurait bien aimé un petit réglage en hydraulique éventuellement pour compenser une raideur du ressort qui est peut-être un peu trop importante. Côté châssis, c'est pas une sportive, c'est moins incisif, c'est moins vif qu'une Tracer. Une Tracer 700, c'est moins franc et d'un bloc que sur une Triumph. C'est fondamentalement sain, voilà. C'est-à-dire que c'est pas ultra rigide, les suspensions sont pas ultra rigoureuses, ça pompe un petit peu quand on commence à arriver aux limites de la partie cycle, ça bouge un petit peu, mais on peut déjà rouler très très vite avant que ces phénomènes n'arrivent. Et d'un autre côté, elle se rattrape par voilà, ce côté naturel facile. C'est vraiment typé GT d'abord, avec un soupçon de sport en plus. Après, côté périphérique, côté commande, l'embrayage est plus ferme que dans mes souvenirs. La boîte est assez surprenante au fait, parce qu'elle est pas d'une grande douceur, les débattements sont un peu importants. Donc fondamentalement, voilà, ça rentre dans la très grande, dans la soupe de la moyenne. Mais elle a un avantage, c'est que voilà, une fois qu'on a compris un peu comment elle fonctionne, on peut changer tous les rapports sans jamais se servir de l'embrayage, et c'est d'une facilité déconcertante. Il n'y a plus de mauvaise moto aujourd'hui. On aurait aimé peut-être un levier d'embrayage réglable, il n'y a que le levier de frein qui l'est. Les freins sont puissants, il y a du mordant, ça manque un peu de feedback. Si on devait noter une machine dans tous les champs, la Vestrom typiquement aurait 7 sur 10 partout. Elle est d'une très très grande homogénéité. Alors la Vestrom, côté passager. En look, ça paraît classique, austère un petit peu. On a une selle qui est franchement large, mais standard. Hein. Au final, elle est super confortable, moelleuse. On peut vraiment faire des longs trajets avec. Les poignées, c'est pareil. C'est pas du grand design, entre guillemets. C'est pas super effilé. Mais par contre, elles sont pile poil au bon endroit, la bonne épaisseur, la bonne hauteur. Rien à dire. Côté position, on est un petit peu comme sur une 1250 GS, ce qui est franchement la référence sur le marché, côté aussi du haut. C'est-à-dire, c'est bien pour les grands gabarits, parce que les repose-pieds sont assez bas, donc on est vraiment comme sur une chaise, on va dire. Et on peut vraiment faire de grands trajets avec cette Vestrom. Elle est quasi au même niveau que la 1250 GS. Elle est un petit peu moins de moelleux qu'une GS, donc nickel. Alors, que retenir en résumé de l'essai du millésime 2021 de cette Vestrom 650 XT? La 650 Vestrom reste toujours un très très bon cheval. Voilà, si on accepte peut-être un soupçon de brutalité à la remise des gaz à bas régime, avec la mise aux normes Euro 5, ce petit trail est toujours une vraie bête de somme. Elle fait tout bien, elle fait tout très très bien. C'est un couteau suisse. Elle est confortable pour le passager et pour le conducteur. Elle est saine, elle protège bien dans sa configuration d'origine, pas forcément obligé de passer par les accessoires. Et la position de conduite plaira à tous les gabarits, même les petits, en tout cas dès qu'ils rouleront. Après, il y a peut-être une chose qu'on peut regretter, c'est que Suzuki ne soit pas allé peut-être un peu plus loin. La prise 12 volts aurait pu être transformée en USB. Le tableau de bord commence à dater un petit peu. Peut-être qu'ils auraient pu reprendre un full TFT sur une autre machine de leur gamme. Peut-être aussi qu'ils auraient pu se débarrasser de certains des plastiques noirs qu'il y a un peu partout. Il y en a vraiment beaucoup. Mais bon, fondamentalement, la finition est assez exceptionnelle quand même. Les jantes sont sublimes, la peinture est de très bonne qualité. Mais voilà, peut-être un peu trop de plastique noir. Bref, la Vestrom reste une bonne machine donc, et elle est plutôt bien placée côté tarif. 9 249 €. C'est dans la norme, on va dire. Le seul petit souci, c'est si on veut passer à l'étage au-dessus. Je ne parle pas de la 1000, mais de l'accessoirisation pour voyager. Pour en faire une voyageuse ou une baroudeuse, c'est là où ça va peut-être un peu coincer. La version Voyager de cette Vestrom est facturée plus de 10 000 € pour un grand pare-brise, des pare carter, une béquille centrale, un top case. Le souci, c'est que d'autres machines, comme notamment la Tracer GT, proposent un niveau de prestation ou d'équipement pour beaucoup moins cher, aux alentours de 9 500 € pour la Yamaha. Et d'autres marques proposent aussi des tarifs plus abordables avec une version totalement équipée. Voilà. C'est le seul petit point négatif que je vois. Sinon, je me répète, la Vestrom, c'est toujours un très très bon cheval. Voilà.
Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à partager, à cliquer sur la petite cloche. Et dans mon cas, je vous retrouve très bientôt pour un prochain essai.